Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Nous avons commencé 2022 avec plein d'espoir et de bons vœux pour vous. Et également, nous allons commencer nos éditions en 2022 grâce à la nouvelle technologie. Nous serons en contact avec Madame Auhoud Maraï. Ensemble, nous allons découvrir ses aspirations pour l'avenir. Mais avant de découvrir ensemble ces aspirations, nous allons parler de souvenirs de l'enfance, nous allons parler carrière, nous allons parler d'un grand amour pour l'Égypte et l'égyptologie. Madame Auhoud Maraï, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part de commencer l'année avec moi et j'espère quelque chose de bien. Bien sûr. Pour lancer notre édition pour aujourd'hui, on commence toujours avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette partie de votre vie? C'est-à-dire que je peux dire que j'étais quand même issue d'une famille simple, mais très issue, c'est-à-dire on était toujours ensemble. Ma mère était une femme qui aimait beaucoup les gens, donc on avait toujours nos cousins, nos cousines, on était toujours ensemble, on aimait bien être pendant les fêtes, pendant les jours convenables ensemble. Donc ça m'a donné beaucoup de pouvoir et jusqu'aujourd'hui, je tiens à ces traditions que toute ma famille soit avec moi pour les fêtes, pour les jours célèbres et tout ça. Et ça m'a beaucoup formé parce que ça m'a beaucoup aidé à connaître beaucoup de choses, et apprendre de la famille, le bien, le mal. C'était quand même une enfance assez gaie. Et bon, j'avais une mère qui était un peu malade, mais malgré ça, elle faisait beaucoup d'efforts pour nous garder et nous lier ensemble. J'avais deux sœurs et un frère, mais malheureusement, j'ai perdu une. Mais je reste toujours très attachée à ma sœur et à mon frère et à la famille en général. J'aime bien ma famille. Parfait. Et si on parle des études, quel thème ou quelle spécialité avez-vous choisi pour les études à l'université? Écoutez, moi, au début, j'étais élevée dans une école religieuse, une éducation francophone, comme ma mère d'ailleurs. Et je voulais être ingénieur en étant jeune. Et j'aimais beaucoup les maths et tout ça. Mais malheureusement, au bac, j'ai pas eu des bonnes notes. Donc, il fallait que je redouble mon année. Et puis, à cette époque-là, l'État a commencé à prendre beaucoup d'importance pour le tourisme. Et j'ai été quand même choisie par un ami à mon père pour faire ses études parce que c'était lui qui s'était chargé de mettre cette école en forme ou bien le départ de cette d'études d'archéologie et de former des guides professionnels pour le métier du tourisme. Donc, il m'a choisi. J'ai commencé mes études à l'Institut de tourisme, c'était pas encore une université. Et franchement, on peut dire qu'on a eu vraiment beaucoup de chance parce que le début était très fort. On a eu de très bons profs d'égyptologie, d'archéologie, d'hiéroglyphes, ce qui m'a vraiment beaucoup motivée, surtout que j'aimais beaucoup lire et j'aimais bien l'histoire, mais c'était pas ça que je voulais faire comme métier à l'époque. Mais avec mes études que j'ai fait à l'université, vraiment, ça m'a beaucoup plu et je suis partie. Et jusqu'aujourd'hui, je regrette pas ça. Je ne regrette pas que ça a changé, surtout pour un métier de femme. C'est un métier quand même assez gai, surtout en étant jeune fille. Et je voudrais savoir, pour une jeune fille, vous avez dit que c'était une carrière agréable, mais peut-être avec les responsabilités après le mariage, les enfants, ça s'est devenu un peu plus dur, je veux dire.
Ben oui, certainement, parce que en étant jeune fille, sans responsabilité, je pouvais accompagner les groupes pour la Haute-Égypte, Luxor, Assouan. Donc, je pouvais doubler, faire 2 groupes à la succession. Mais certainement avec le mariage, c'était un peu plus dur. Mais comme je viens de dire, que mon mari était vraiment un homme formidable, il m'a jamais empêché de travailler. Il savait très bien que j'ai beaucoup aimé ce métier et on est arrivé à faire quelque chose de bien. C'est vrai que je travaillais pas de la même façon ou bien avec la même capacité, mais j'ai toujours resté guide et j'ai beaucoup aimé ce métier. Je m'arrête là également pour parler de ce métier comme guide. Au début, vous avez dit que vous avez commencé avec le début du lancement des études de guide et du tourisme en Égypte. Pour une jeune fille, est-ce que la famille a bien accueilli ce choix de métier? Est-ce que la société également a bien accueilli le choix d'une femme, d'une jeune femme, d'être guide, de voyager, d'être avec les touristes? Comment était à l'époque ce métier, étant donné qu'aujourd'hui c'est un métier, si on veut le dire, est maîtrisé par les femmes, mais au début, comment c'était? Franchement, moi, je peux dire que j'ai eu de la chance parce que mon père était très libéral. Il tenait beaucoup à nous obliger ou bien à nous pousser à faire des études supérieures. Donc, j'avais pas de problème du tout du côté de ma famille. Mon père m'a beaucoup encouragé. Il était même fier de moi. Donc, j'ai pas eu de problème. Par contre, lorsqu'on est descendu vers la Haute-Égypte, on est arrivé dans un milieu quand même très fermé. Et les guides hommes qui étaient sur le champ à cette époque-là, ils nous faisaient de temps en temps quelques problèmes, mais on a pu quand même résister. On était quand même bien formés et on était même, moi personnellement, une fois que j'ai terminé mes études à l'université, j'ai fait des études supérieures encore plus pour être plus quand même capable d'enfronter tout cela. Sinon, ça a été. On était même parfois les bienvenus parce qu'on avait certaines éducations. Les groupes français surtout sont très durs à commander, donc il fallait des guides professionnels au vrai sens du mot. Vraiment. Et vous êtes guide depuis combien d'années? Bah, ça fait assez longtemps quand même, c'est-à-dire depuis l'année 71, 72. Alors, ça fait plus que 40 ans de métier. Mhm. Je suis fière, je suis très heureuse de ce métier-là et j'espère que les jeunes vont aimer leur pays et vont essayer de donner à leur pays cette fierté parce que lorsqu'on explique aux gens, on est fier de notre pays et on essaye de leur faire comprendre que c'est pas le chameau, les pyramides, il y a autre chose et que l'Égypte c'est un pays à voir. Justement, je voudrais savoir, selon vous, Madame Auboud, quels sont les grands joyaux de l'Égypte, les perles à découvrir. Qu'est-ce que vous aimez introduire à vos groupes qui viennent visiter l'Égypte pour bien découvrir l'Égypte? Bon, écoutez, il y a le côté archéologique, certainement. On a les monuments les plus célèbres du monde, surtout vers le sud, Luxor, Assouan. Vraiment, c'est un pays très riche et je suis fière d'être égyptienne avec tout le passé qu'on avait. Mais il y a aussi le côté aujourd'hui. Le client, lorsqu'il vient en Égypte, il veut pas voir simplement l'Égypte ancienne, il veut voir aussi l'Égypte moderne, voir les gens, connaître les gens, la bonté des gens. Parce que, bon, il y a des gens, malheureusement, qui sont pas très agréables avec les touristes, mais il y a des gens qui sont aimables et qui reçoivent les gens et qui sont très gentils. Donc, il faut montrer aux gens les deux côtés, le côté humain et le côté archéologique. Bon, certainement, du côté archéologique, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire parce qu'on a tout et si on n'est pas fier de ça, donc il y a quelque chose qui va pas. Bon, pour la vie quotidienne, les programmes manquent de temps en temps quelques visites pour la vie quotidienne, mais on essaye, lorsqu'on est dans le sud, on essaye de les accompagner vers les petits villages, vers voir les gens gentils, les gens qui sont à la nature. Ils sont pas des gens agressifs.
positive, c'est des gens qui aiment leur pays et qui reçoivent les gens d'une façon très correcte. Et en contemplant votre carrière jusqu'à aujourd'hui, quels sont selon vous les points marquants ou les visites les plus appréciées que vous retenez en tête? Les femmes, une femme? Non, je parle de votre carrière en général. Selon vous, quels sont les points marquants ou les personnes avec qui vous avez fait des visites, les réussites que vous appréciez le plus au cours de votre carrière? Vous voyez, moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais parmi la première promotion de guide professionnel. Et dans les années 73, par exemple, parmi les groupes que j'ai guidés ou bien que j'ai accompagnés, c'était un groupe de militaires français qui ont été du côté du Sinaï. Et j'ai eu vraiment la chance d'être avec eux et de voir la ligne de Barlif, d'expliquer pour eux ça. Là, ce jour-là, j'étais vraiment fière de mon pays et de moi-même. Malgré que j'étais quand même à cette époque-là très jeune, et j'étais pas censée faire les explications. Mais en arrivant là-bas, j'ai pas pu, j'étais vraiment très fière de ça. Et eux aussi, ils ont vu que on était un pays quand même assez forte. Oui. Ça, c'est parmi les que je garde encore en bon souvenir. J'ai accompagné quand même pas mal de personnalités assez importantes durant mon carrière. Bon, je ne veux pas dire des noms, des choses comme ça, mais j'étais toujours fière d'être égyptienne et d'accompagner des gens qui connaissent la valeur de l'Égypte. Alors nous sommes un peu curieux de savoir quelques noms, si ce n'est pas un problème dans le passé, avec qui vous êtes allé en visite pour découvrir l'Égypte. Ben, vous voyez, je ne veux pas dire parce que c'était des visites officielles, des choses comme ça. Donc, non, c'est non officiel, ça veut dire que des gens que vous appréciez, des personnages que vous avez côtoyés au cours de ces visites. Bon, écoutez, parfois alors, sur le site, soit moi, soit une copine, soit une collègue, on se rencontrait. Elle avait, par exemple, Mitterrand, moi j'avais Gombalat. C'est des choses comme ça. On se disait bonjour et on faisait la photo souvenir. On avait tous, à cette époque-là, cette génération, on était toujours recrutés par le ministère pour accompagner les personnalités, comme ils faisaient plus confiance en nous, comme étant des étudiants d'université. Oui. Donc, c'était pas moi, c'était l'équipe. On était une vingtaine de guides qui ont été les membres de cette promotion. Et même parmi nous, il y en a ceux qui ont devenu maintenant des profs à l'université, des choses comme ça. Moi, j'ai pris carrière guide et on était tous comme ça. Également, je voudrais savoir si vous êtes passé par la situation où on est avec des Occidentaux, des étrangers qui viennent avec des stéréotypes, avec des clichés de l'Égypte, comme vous l'avez mentionné, un désert total avec les chameaux, avec des gens ignorants. Et au fur et à mesure de leur découverte, leur bonne découverte, véritable découverte de l'Égypte, ils changent d'avis et ils deviennent comme s'ils étaient les ambassadeurs de l'Égypte à l'étranger. Est-ce que vous êtes passé par une situation pareille et comment vous l'avez gérée? Bon, écoutez, parfois dans les groupes, il y avait des gens qui venaient avec des idées vraiment dures. Croyant que les gens ici ne comprenaient pas bien, que le niveau intellectuel du peuple égyptien n'est pas très fort, mais à fur et à mesure, lorsqu'ils rencontrent et pendant les visites, ils découvrent qu'ils ont tort. Et souvent, on avait l'habitude de faire des conférences sur les bateaux sur lesquels on travaillait. On leur parlait de la vie quotidienne, comment les gens vivent, quelles sont les ressources de l'Égypte, la vie d'aujourd'hui. On avait toujours l'habitude de faire au moins 1 ou 2 conférences pour mettre au point les choses, à part tout ce qui est archéologique. Parce que moi, comme j'étais guide de langue francophone, les Français en général, ce sont des gens très intellectuels. Et lorsqu'ils viennent en Égypte, ils ont préparé leur voyage peut-être mieux que quelques guides qui travaillent
époque-là. Donc, le guide français est bien connu comme étant un guide qui n'a pas beaucoup de choix, d'être un guide qui sait son travail, qui lit beaucoup, qui doit toujours repasser et savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur le marché archéologique, donc ou bien dans le monde archéologique. Donc il faut lire beaucoup là-dessus parce que le français n'est pas facile. Le français et l'allemand. Pour les Américains, c'était un peu plus facile. Ils aiment bien rigoler, ils aiment bien. Bon, les Français aussi, ils aiment bien rigoler, mais avant tout, il faut faire la visite convenablement. Il faut qu'ils prennent leur dose d'archéologie. Ils sont vraiment des gens formidables. Ils aiment bien l'Égypte, les Français en général. Madame Aouhoud Maraï, ça c'est une opportunité pour parler avec vous puisque vous travaillez dans ce domaine de guide et vous avez découvert la Haute-Égypte, vous avez fait des visites depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Récemment, on a vu comment la Haute-Égypte a attiré l'attention de l'État, de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, et on a témoigné de ce spectacle grandiose afin de lancer l'inauguration de Luxor après toute une rénovation. C'est l'image de Luxor qui a changé, non seulement le passage de Sphinx, mais vraiment c'est toute la ville. Et également, nous les Égyptiens, pas seulement nous sommes fiers aujourd'hui, pas uniquement ça, mais on a découvert quelques vérités, quelques informations à propos de notre pays qui n'étaient pas claires pour nous avant. Je voudrais savoir, selon vous, comme témoin de toute une longue histoire de cette partie de l'Égypte, comment voyez-vous Luxor aujourd'hui et comment cette ville a évolué et comment évaluez-vous ce qui a été fait jusqu'à nos jours? Bon, je peux te dire, je viens de rentrer d'un voyage de la Haute-Égypte. J'étais à Luxor et Assouan entre le 25 et le 29, c'est-à-dire il y a une semaine. Ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas été parce que j'ai pris ma retraite, mais je voulais bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a fait la croisière avec mon petit-fils et on a été voir parce que j'aime bien quand même qu'il voit ça. Je l'ai accompagné et je peux te dire que je suis plus fière qu'avant parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. La ville de Luxor, elle est devenue formidable, propre, bien entretenue. L'allée de Sphinx, c'est vraiment fabuleux. Donc, certainement que moi, je connais la ville lorsque tout était sous les maisons, tous les gens qui vivaient sur les pierres, malheureusement, de cette allée de Sphinx. Aujourd'hui, non, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La ville est devenue formidable. Et je crois que les gens, ils ont commencé quand même à se rendre compte de l'importance. Parce que malheureusement, pendant une période, il y avait quand même des gens qui connaissaient pas la valeur de ce que ils ont sous leur maison ou bien ce qui abîme en réalité. Parce que avec l'eau, avec l'utilisation de l'eau, tout ça c'est-à-dire que à l'époque, lorsque je travaillais avant les années 2007-2008, il n'y avait pas tout ça. On prenait les calèches, on faisait les tours dans les petits villages. C'était des gens qui vivaient sur ces endroits-là. Il y avait juste une partie de l'allée du côté de Karnak, une partie du côté de Luxor qui était visible. Sinon aujourd'hui, l'allée vraiment est formidable. Donc on peut dire que vraiment que notre cher président est passé par là-bas. Et vraiment courage pour notre ministre Khaled, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment très formidable. Je le connais quand même parce qu'il a fait des études à l'université où j'étais. C'est vraiment des gens qui savent bien la valeur de leur pays et j'espère que leur rêve sera réalisé pour notre pays. Assouan aussi est devenue vraiment une ville formidable. Elle était toujours. Vraiment, les gens, lorsqu'ils allaient à Assouan, c'était la Nubie, les pierres, la balade en felouk, voir les petits villages qui sont de droite à gauche. C'est une ville formidable et elle est devenue plus. Donc, je suis fière vraiment. Je suis très heureuse que j'ai été la semaine dernière.
Et nous sommes tous fiers de notre pays actuellement. Et Madame Anwoud Maraï, ça me mène également à parler de la femme qui vous inspire dans votre vie. Franchement, il y avait beaucoup de personnes, de femmes dont je voulais être comme elles, parmi lesquelles je pense à une dame très ancienne, je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas. C'était une guide ancienne, parmi les meilleurs guides de l'Égypte d'ailleurs. Et je me souviens un jour, j'étais encore très jeune et elle était âgée. Et je lui ai posé la question concernant un tombeau très célèbre d'ailleurs qui était ouvert aujourd'hui, le tombeau de Séti Ier. C'est un tombeau qui était très profond. Et je lui ai posé des questions. Elle m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on apprend le métier. Voilà, il y a ce livre-là, tu dois le lire. Et après, tu pourras bien expliquer ce tombeau-là. Et elle avait quand même un certain âge, et c'est un tombeau qui faisait 100 mètres à peu près de profondeur. Et elle le faisait avec les gens. Donc, j'ai pris comme vraiment un exemple, et j'ai su quand même comment respecter les gens et lire beaucoup pour être comme elle. C'était parmi les guides, la guide Tados, c'est une femme formidable. Je garde un bon souvenir d'elle. C'est parmi les femmes qu'on m'a marqué dans mon métier. Et le meilleur conseil que vous avez reçu? C'est de lire, de ne pas poser la question pour savoir quelque chose, mais lire comme ça les choses restent en tête. Parce qu'on lit quelque chose, ça se grave dans la réalité. Oui. Mais après ça, à l'oreille, c'est pas, ça part. Oui. Alors, vous avez mentionné, Madame Anwoud, quelque chose de très intéressant pour moi, c'est que vous avez ramené votre petit-fils afin de découvrir la beauté de la Haute-Égypte. Ça, c'est très important aujourd'hui parce qu'on constate que la nouvelle génération, bon, elle est vraiment fermée sur elle avec tout ce qui est numérique, électrique, réseaux sociaux et la nature, la vérité, la vie, la lecture même n'intéresse plus cette nouvelle génération. Parlez-moi un peu de votre expérience avec vos petits-enfants et comment vous les aidez à bien découvrir leur pays et à avoir ce sentiment de responsabilité envers l'Égypte. Franchement, là, c'est une question qui est vraiment très importante parce que malheureusement, il y a eu une période où les gens ne s'occupaient pas beaucoup de l'Égypte ancienne. Et malheureusement, c'est les parents des petits-fils. C'est la génération des parents des petits-fils qui ont été occupés par le travail, par la vie, comme on dit, matérielle. Et la partie éducative n'a pas été très quand même importante. Je crois que c'est maintenant le rôle des grandes-mères de bien prendre en charge les enfants et d'essayer quand même de leur planter l'amour de leur pays. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir qu'on a un seul pays et il faut pas négliger ce pays-là. Il faut faire tout pour ce pays-là et ça commence par connaître son histoire, sa civilisation. Et franchement, je demande quand même au ministre de l'Éducation d'imposer surtout sur les écoles internationales l'histoire de l'Égypte ancienne. Parce que entre l'Égypte et entre la France, et je voyais toujours les jeunes français assis au Louvre avec leurs profs apprendre la civilisation égyptienne. Et chez nous, ça se fait pas. Donc, j'espère qu'un jour, surtout les écoles internationales, parce qu'ils apprennent malheureusement l'histoire de la France et pas l'histoire de leur pays. Donc, j'espère que ça viendra un jour où ça sera vraiment pas bon, il y a une matière qu'on appelle Derasot, qu'ils mettent à la place l'histoire de l'Égypte ancienne, que les enfants soient fiers. Je vous rassure que les programmes ont changé pour les primaires. J'ai un fils au primaire qui actuellement étudie l'Égypte pharaonique, grecque et romaine. On a changé un peu les programmes. Les écoles d'État, mais pas pour les écoles internationales. Pour les écoles internationales, il faut vraiment bien s'intéresser à l'histoire égyptienne, puisque l'Égypte est le berceau de la civilisation. Voilà. Donc, moi, j'espère que... Moi, j'ai mon petit-fils, il aime bien ça. Parce que peut-être il m'aime, il sait que j'aime bien ça, donc il suit. Il est venu avec moi cette fois-ci, c'est la première fois. J'ai l'intention de l'amener encore une deuxième fois pour qu'il apprenne convenablement l'histoire de son pays. Avant de terminer notre édition, je voudrais savoir, Madame Houd Maraï, quelles sont vos aspirations pour l'avenir, que ce soit sur le plan personnel, bien sûr, ou
pour l'Égypte en général? Bon, pour moi personnellement, j'espère que je reste en bonne santé, que j'arrive à aider ma famille et être avec ma famille. Euh, mais pour l'Égypte, je souhaite que les gens apprennent à comment travailler, aimer leur pays, donner avant de prendre. C'est-à-dire, il faut travailler et faire un effort pour leur pays avant de dire qu'est-ce qu'elle nous donne l'Égypte. Vous voyez le proverbe ancien, qu'est-ce qu'elle nous donne l'Égypte? Non, il faut donner avant pour prendre. Donc maintenant, aider à remonter quand même l'économie de l'Égypte, essayer de ne pas être un peuple gaspilleur, de faire attention à tout et que notre pays, c'est un beau pays, riche, donc il faut protéger des richesses et pas être négligent. Parce que nous, Oui. malheureusement, on a une partie de négligence. Les gens ne savent pas la valeur des choses au vrai mot, au sens du mot. Donc, j'espère que le peuple égyptien, surtout les femmes, connaissent qu'est-ce que c'est faire attention. Bien sûr. Madame Ahoud Maraï, à la fin de notre interview, de la part de notre équipe au féminin, merci bien d'avoir partagé avec nous cette merveilleuse expérience de comment découvrir l'Égypte et comment apprécier notre richesse et notre civilisation. Je vous remercie énormément. Merci, chers téléspectateurs. C'est ainsi qu'on termine notre édition au féminin. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine afin de découvrir d'autres réussites au féminin.